Bienvenue sur Just in Tunes, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Marine. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Oui, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'être avec moi aujourd'hui sur cet épisode de Just in Tune. Je suis très ravie de te recevoir. Je suis ravie de participer. Merci de m'avoir proposé. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle donc Marine De Bruyne. J'ai actuellement, as we speak, 33 ans. Ça fait un peu plus de 12 ans que je travaille dans la musique. Je suis chef de projet ou experte au bureau export depuis maintenant 2 ans et demi. Et avant ça, j'étais chef de projet international pour le label anglais Warp. Ok. Et à côté de ça, je suis aussi manager d'un artiste qui s'appelle Arandel, qui est historiquement signé sur le label français Infine. Ok. Voilà. Super. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton parcours, de ce que tu as fait pour en être là aujourd'hui ? Eh bien, j'ai tâtonné d'abord. Ok. Comme beaucoup, je pense. En plus, à une époque pas si lointaine, mais où il y avait moins de formations dédiées à la musique et aux professionnels de la musique, ou en tout cas, l'offre était moindre. Et je savais depuis un bout de temps que je voulais travailler dans la musique, mais sans savoir vraiment comment y arriver, par quel bout et pour faire quel métier exactement. D'accord. Donc, après avoir un peu tâtonné niveau études, j'ai fait un DUT en communication des organisations qui m'a amené à une licence professionnelle communication et commercialisation de produits culturels à Issoudun. Ok. Et dans le cadre de laquelle j'avais un stage à effectuer. Et en fait, ce stage, je l'ai trouvé à Paris, entre deux structures finalement, qui avaient pour une partie la même équipe, c'était donc Infine et Warp, le bureau français du label anglais Warp. Ok. J'ai commencé comme ça en fait en tant qu'assistante label manager. Et ce stage de 6 mois s'est prolongé en un poste à dimension et à contrat variable, on va dire, mais en tout cas sur un poste qui a duré 9 ans. D'accord. Voilà. Du coup, on a fait 15 ans de ma vie là. En 30 rapide, secondes, hein. C'est parfait. Voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi tu t'es tournée dans la musique ? C'était une volonté, un attrait très naturel, on va dire. D'accord. Je commençais la musique moi-même assez jeune. J'ai toujours été intéressée par à la fois jouer de la musique, les concerts. Ça m'attirait totalement. D'accord. Mais voilà, sans savoir au début ce que ça pouvait bien vouloir dire travailler dans la musique ou travailler dans la culture, l'art. C'était assez flou. Mais c'était une attirance certaine à la base, qui s'est transformée au fil des rencontres, des formations, je sais pas, ça pouvait être des exposés que je faisais jusqu'au projet tutoré ou tout ce que je faisais finalement était tourné vers la musique et du coup au fur et à mesure ça s'est un peu précisé, quoi, heureusement. Pourquoi ne pas avoir eu envie de lancer ta propre carrière de musicienne ? J'avoue que ça ne m'a jamais vraiment traversé l'esprit. D'accord. J'ai continué à en faire un bout de temps, même après mon arrivée à Paris. Et puis finalement, j'ai eu un groupe pendant un temps qui s'est un peu arrêté. C'est un peu essoufflé, on va dire. En tout cas, la collaboration s'est stoppée un peu comme ça. Et après, en fait, j'ai un peu arrêté. Mais par contre, ça m'a jamais
traversé vraiment l'esprit d'en faire un métier en tant qu'artiste. D'accord. Ton parcours, même si tu l'as résumé, il y a quelques secondes, est quand même international. Qu'est-ce qu'il te plaît dans cette, façon de lier la musique, l'international et l'accompagnement, de projets musicaux? Bah, ce qui me plaît, c'est que c'est super, forcément super, riche. J'ai assez bizarrement, en fait, quand on voit mon parcours, on pourrait s'imaginer ou s'attendre à ce que j'ai vécu, à Londres, Berlin, Sao Paulo et je sais pas où. Et en fait, en l'occurrence, je n'ai vécu qu'en France. OK. Et les voyages que j'ai effectués, ça a été des voyages, soit professionnels, soit, voilà, perso, mes cours. Et finalement, bah, travailler, dans un cadre international, ça me permet de garder vraiment un pied, à la fois, tu vois, de pouvoir, continuer à parler, à pratiquer, écrire l'anglais qui est une langue que j'aime bien, en fait, que j'aime Mmh. bien pratiquer, qui m'est venue, relativement facilement. Et puis voilà, c'est une ouverture aussi sur tout un tas de façons de faire les choses, sur tout un tas d'artistes. Voilà, c'est vraiment l'ouverture qui me plaît. Et puis le fait de, je pense que dans beaucoup de métiers, et même en restant dans le secteur musical français, tu peux apprendre tout le temps. Mais là, il s'avère que quand tu en plus ouvres les frontières, bah, alors là, le terrain de jeu est immense. Bien Et sûr. ça me plaît bien. OK. Tu es la première personne, du bureau export à être dans le podcast. Alors Mhm. j'aimerais, s'il est possible, que tu m'expliques un petit peu quel est le rôle du bureau export? Alors, le bureau export, c'est, juridiquement parlant, on va dire que pour l'instant, c'est une association, Mmh. qui travaille avec donc des adhérents. Les adhérents, c'est des structures françaises qui sont, productrices, phono, productrices live, éditrices. Toutes ces structures françaises, en fait, peuvent adhérer au bureau export Mmh. et ainsi, profiter de nos services qui sont, divers et variés. Pour tout leur, catalogue, qu'ils soient français ou pas. C'est la raison pour laquelle on verra sur notre site, ou dans notre communication, on parle d'artistes made in France. OK. Made in France parce que, les artistes finalement peuvent être, de n'importe quelle nationalité si une partie de la production, qu'elle soit phono ou live ou l'édition ou le management et cetera, est français. Donc c'est, une petite, spécification du bureau export français, puisqu'on n'est pas le seul bureau export, il y en a dans de nombreux pays dans le monde. D'accord. La particularité aussi, c'est que le bureau export français est le premier à avoir été créé en 1993. Hem, Ce qui est aussi intéressant, c'est que le bureau export ou burex, comme on l'appelle souvent, Mmh. est placé un peu au centre du secteur musical, puisqu'on se retrouve à parler aussi bien voilà, ce que je disais, à la production phono, au live, à l'édition, au manager, enfin, parfois même aussi plutôt côté classique aux grands ensembles. Enfin voilà, le spectre est super large. Et notre rôle, en fait, est donc d'accompagner cette filière dans son développement à l'international. Et ça se fait par le biais enfin, en tout cas, du côté de mon rôle, ça se fait par le biais, en fait, de conseils, d'accompagnement, où, en fait, on reçoit nos adhérents, on recevait nos Oui. adhérents, jusqu'à mars dernier, quasiment quotidiennement, voilà, pour, les écouter, faire des points avec eux sur leurs projets et, en fait, les accompagner en leur donnant des conseils, des contacts, et en leur recommandant peut-être des événements professionnels et des choses comme ça. Là, maintenant, on le fait moins souvent en physique, mais je pense que les rendez-vous physiques reprendront tranquillement, à la rentrée. Mais voilà, il y a toute cette partie, accompagnement. Il y a une partie aussi, opérationnelle sur les événements professionnels, OK. où là, en fait, on va aider, en fait, les pros à se servir au mieux des outils existants. C'est-à-dire que si, un professionnel souhaite, se développer aux Pays-Bas, ou même faire un focus sur l'Europe, on peut lui recommander d'aller à Eurosonic, qui est un événement, à Groningen, qui a lieu en janvier Mmh. tous les ans. Nous, on va organiser des temps d'échanges professionnels, justement pour permettre à nos adhérents, en fait, de tirer le meilleur profit de cet événement-là, par exemple.
Ça, les exemples sont nombreux, mais c'est un peu un exemple de ce qu'on peut faire en fait pour concrètement aider la filière sur des événements qui sont souvent à l'étranger, parfois en France aussi, puisqu'on peut faire venir des professionnels étrangers sur des événements en France. D'accord. Pourquoi est-il important de faire rayonner la musique française à l'étranger ? Alors, nous, c'est la question, elle est du coup, je vais me permettre de la reformuler puisque notre rôle, tu vois, c'est de faire rayonner la filière musicale française à l'international, puisque quand on dit voilà musique made in France, on parle pas seulement de musique française, on parle pas encore moins finalement de musique en français. Cette question finalement, elle serait presque plus destinée à l'Institut français, par exemple, dont une partie de la mission, pas toute la mission, mais une partie seulement, parce que il ne travaille pas que sur la musique, bien entendu. La question, voilà, pourrait complètement leur être posée dans ces termes-là. Nous, on sera plutôt sur un accompagnement du développement de la filière à l'international. Et c'est utile parce que pendant très longtemps, pour être super précise, non mais pendant très longtemps en fait la filière française étant très développée avec un réseau aussi en région assez fort, des salles, un système de salles, etc., a pu se suffire à elle-même presque. Et ce qui n'est plus le cas, et ce que bien sûr a changé aussi les possibles de rendus par Internet, ouverts par Internet. Et donc tout ça fait qu'en fait d'un marché plutôt autosuffisant, il a été nécessaire de s'ouvrir sur l'extérieur et sur l'international. Et bien évidemment, ça se fait pas, c'est pas toujours si simple. Et donc l'idée, c'est que cette instance a été créée vraiment pour accompagner la filière dans ce développement-là. Tu viens de dire que ce n'est pas si simple. Quelles peuvent être les problématiques ? Eh bien, elles sont aussi nombreuses qu'il y a d'artistes et aussi de territoires, parce qu'à chaque territoire, à chaque marché, ses spécificités, ses ouvertures et voire ses fermetures. Enfin, donc c'est ça aussi qui est important dans ce qu'on fait, c'est de permettre. Alors évidemment, on ne sait pas tout. Et on saura jamais tout, mais notre rôle, c'est d'essayer justement de là où on ne sait pas, essayer de trouver une réponse pour aider nos adhérents en fait à répondre à des questions qu'ils ont au moment T sur tel territoire. Et donc les problématiques, elles peuvent être très variées. Ça peut être de se dire tiens, il y a j'ai un promoteur sur telle ville étrangère là qui propose à mon groupe de venir faire un concert. C'est super, c'est une ouverture. Qu'est-ce que je fais à partir de ça ? Qu'est-ce que je peux créer autour en fait pour vraiment développer le projet là-bas et pas me contenter. Je dis pas que c'est pas bien parce que c'est déjà super de pouvoir aller faire un live, mais essayer de se servir de cette invitation, de cette date pour faire autre chose autour. Ou ça peut être ma musique a été synchronisée sur une publicité dans tel pays, il se passe quelque chose en streaming. Qu'est-ce que je peux faire aussi pour travailler autour de cette opportunité, sachant que je sais pas, on parle de peu importe le territoire finalement, on parle forcément d'investissement financier, humain, de temps, etc. Donc c'est aussi, en fait les premières problématiques, elles sont ces problématiques d'investissement où on se dit ok, qu'est-ce que je suis capable, disposée à dépenser, que si on parle en termes financiers, mais aussi à mettre en place en termes humains, parce que c'est travailler l'export, c'est pas forcément beaucoup, mais en tout cas souvent des potentielles pertes financières dans un premier temps, puisqu'il s'agit d'investir. Et beaucoup de temps passé, et donc un investissement global qui est important en fait. Alors ça peut paraître un peu trop dur quand c'est expliqué comme ça, mais c'est aussi l'importance de se dire si je me lance là-dedans, autant que je le fasse vraiment
et que je me donne la chance d'y arriver. Et c'est un peu ça, c'est un peu nos missions en fait, de dire voilà, nous on va vous aider à faire en sorte que ce travail il soit utile, mis à profit en fait, et que les briques soient mises les unes après les autres pour finalement avoir une jolie bâtisse qui tienne debout. C'est un soutien financier, un soutien réseau, un soutien humain. C'est tout ça, ouais. C'est tout ça. Ok. Ouais, en fait, là, tout à l'heure, je résumais un peu plus mes fonctions, voilà, les fonctions liées à mon rôle. Au sein du bureau export, on a aussi des personnes qui sont responsables des programmes d'aide, et les programmes d'aide sont aussi des aides financières. D'accord. Qui existent et permettent en fait d'accompagner voilà les projets, enfin les structures projet par projet dans leur développement à l'international, que ce soit sur des dépenses marketing, des dépenses de prospection, donc c'est des déplacements professionnels en fait où voilà les pros se déplacent eux-mêmes pour aller rencontrer d'autres professionnels, etc. Des dépenses marketing, des dépenses de tournée, des dépenses de showcase, etc. Okay. Donc tout ça aussi, c'est un accompagnement qui est possible et du coup auquel a accès tout adhérent une fois qu'il a adhéré, quoi. Ok, donc il faut d'abord adhérer avant de demander des aides. C'est pas comme les programmes d'aide de... Quoique si, j'allais dire la SACEM, mais si, il faut adhérer. Je n'ai rien dit. c'est pas le même, la même structure juridique, okay. Mais effectivement, voilà, nous, il faut adhérer. En tout cas, voilà, pour l'instant, tant que le bureau export est bureau export, c'est comme cela que ça se passe. Ok. Retournons un petit peu sur le territoire et plus précisément sur toi. Moi, j'ai une grande question. Comment est-ce que tu t'organises avec tous ces métiers que tu as? Tu es à temps partiel dans chacun d'entre eux? Tu es salarié? Tu es freelance? Et puis même en termes de temps, comment ça se passe? Tu dors la nuit? Oui. Alors, Okay. oui. je dors complètement la nuit et il y a des périodes où j'en ai trop fait et je l'ai un peu payé. Donc, voilà, c'est aussi des choses dont je peux parler, tout ce qui est santé mentale et repos Okay. physique et psychique. Voilà, je suis pas forcément le bon exemple du coup, mais par contre, je peux en parler. En l'occurrence, pour ma situation maintenant, je suis en CDI en fait au bureau export. Okay. J'ai par ailleurs un avenant qui me permet de continuer à travailler avec Arandel, qui est le seul artiste que je manage depuis un peu plus de 10 ans et avec qui voilà, j'ai une collaboration assez particulière. Et pour qui en fait à côté j'ai une structure en auto-entreprise en l'occurrence. Donc voilà. Et en fait, je suis à temps plein. Et après, je me débrouille pour organiser mon temps en fait, et juste faire en sorte que, bien évidemment, l'un ne vienne pas empêcher l'autre. Et évidemment, étant en CDI à temps plein dans une structure, j'ai aussi des obligations. Bien sûr. Que je respecte forcément. Mais en fait, pour moi, là, ça se passe très bien. Il y a forcément des périodes où tout arrive en même temps et c'est un peu plus difficile de jongler et les journées deviennent plus longues. Mais ce qui est sûr, c'est que je m'efforce d'allonger mes journées, mais à un niveau toujours raisonnable. Je vais pas me lever à 4h du matin au lit, me coucher après avoir travaillé jusqu'à... Ça, je fais plus. Je l'ai fait peut-être à mes débuts, mais je le fais plus, ça. D'accord. Petit détour, du coup, sur la santé mentale et le repos. Comment tu prends soin de toi et de tes projets? Eh bien, je fais du sport. Okay. Ça aide pas mal. Ouais. Et en fait, je pense qu'il y a je saurais pas exactement dire à quel moment ça s'est fait, mais j'ai appris à... Je sais pas comment d'ailleurs j'ai appris, mais il s'avère que avant je travaillais sans cesse. Ma vie était une espèce de champ de travail. Ouais, champ de travail et champ de fête en même temps, puisque Okay. quand j'ai commencé chez Warp à 22 ans, j'arrive à Paris, tout se
enfin, tout s'accélère finalement. Et puis, je passe des journées à travailler, mais une fois que le travail s'arrête, en fait, je continue à avoir ma casquette Marine Warp partout où je sors, puisque je sors Oui. essentiellement en concert, en club, et donc, en fait, il y avait un truc où finalement, c'était sans m'en rendre compte, parce que je trouvais ça super chouette à l'époque. Mhm. En fait, je m'arrêtais jamais. Bon, enfin, j'étais tout le temps Marine Warp. C'était devenu mon nom de famille presque. Ok. Et maintenant, j'ai beaucoup plus de distance avec le travail finalement. Mhm. Et j'ai moins de mal à dire, ok, là, je ferme mon ordi. Je vais pas aller checker mes mails immédiatement sur mon portable, ce que ce que je peux faire dans les moments où j'arrive plus à débrancher. Là, c'est vraiment, je quitte et puis je passe à faire autre chose. Alors, je vais faire du vélo, je vais nager, je vais regarder une série, lire, aller me balader, je sais pas quoi, mais je déconnecte. Ok. Et ça, pour moi, c'est super. J'ai pas pour le coup, j'ai pas de recette miracle parce que ça paraît simple, mais je pense que c'est une prise de conscience à un moment de se dire, ok, mon cerveau, il peut pas. Et puis on est tous différents et toutes différentes. Absolument. Mais mon cerveau, maintenant, j'ai pris conscience après quelques années d'expérience que mon cerveau avait besoin de ce temps de off. Bien sûr. Je pense à autre chose. Je ne suis pas mon travail. Je suis aussi une femme qui a d'autres choses aussi dans sa vie qui se passent, etc. Et moi, ça me permet de rester un peu plus équilibrée. Je rejoins totalement ta pensée, et même j'en discutais aussi avec Jeanne-Sophie Faure sur un épisode précédent, c'est le besoin de temps et d'organiser des temps de rien, en tout cas d'arriver à les trouver. Par exemple, je suis chef de projet freelance. Ouais. Ma vie n'est que travail, parce que maintenant, vraiment, j'arrive à prendre mes fins de journée ou mes soirées, mes week-ends aussi. Et des fois, c'est pas que c'est à contre-cœur, mais c'est avec grande difficulté. Parce que on peut avoir la sensation de perdre du temps, finalement, dans nos projets, dans nos objectifs, ou en tout cas dans l'avancée de notre travail, et des fois c'est pas simple. Par exemple, ça fait 2 jours, anecdote, vie réelle, ça fait 2 jours que mon ordi est au ralenti, puisque j'ai supprimé par mégarde un super dossier méga important de mon disque dur externe, sur lequel il n'y a évidemment pas de sauvegarde. Et voilà, et donc du coup, mon ordi est en mode récupération depuis 2 jours, donc au ralenti. Je surchauffe, moi, dans ma tête, parce que je dois être aussi au ralenti, et c'est très difficile de l'accepter que de ne pas avancer comme on a envie d'avancer. Et ce week-end, je ne suis pas disponible, je vais à un festival en Ardèche. Mais du coup, je vais pas pouvoir travailler. Donc, j'ai l'impression d'accumuler du retard non, je n'accumule pas de retard du tout en soi, pour de vrai. Je ne suis pas en retard dans mes projets, mes clients sont contents, tout va bien. Mais moi, dans mon organisation, c'est très, très difficile. Et Jeanne-Sophie explique dans son épisode qu'elle a besoin de s'allonger, de regarder le plafond, de réfléchir, pour ensuite se dire « Ok, voici mon plan de la journée, voici mon plan de la semaine, action-réaction, elle se lève et elle s'active. » Mais elle a besoin de ce temps-là pour vider son cerveau et prendre des décisions qui vont lui permettre d'être efficace. Et donc, je pense que faut arriver à trouver son endroit, en tout cas, et s'obliger de déconnecter. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense que les problématiques sont aussi différentes si tu es dans une structure, en CDI, dans une boîte qui te dit à un moment, oh là, qu'est-ce que tu fais encore là? Ouais. Après, il y a forcément des limites à ça, parce que surtout si tu travailles à l'inter et que d'un coup, tu es sur un projet à la fois, ce qui m'arrivait il y a peu entre l'Amérique latine et l'Asie, où en fait, du coup, tu travailles tôt le matin et tard le soir. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, voilà, ça, c'est des passages. Mais c'est vrai que c'est un peu plus facile. Moi, je pense que j'aurais plus de mal à gérer si j'étais complètement indé avec plusieurs projets avec lesquels je devais jongler. Et là, je pense que tout mon pseudo-équilibre là que je trouve, blablabla, je pense que ça serait difficile pour moi de me remettre en mode, ok, je pense que j'utiliserai la technique de Jeanne-So, fille. Qui est fixer son plafond pendant 20 minutes, se forcer à faire je sais plus comment elles appelaient ça, on en avait parlé. C'est pas un exercice de visualisation ou non? Je sais plus, je crois que c'est une technique qui a un nom, mais c'est en gros, peu importe le nom, la technique, c'est de se dire je sais plus combien de temps, il faut prendre 20 minutes ou un quart d'heure ou je sais pas combien de temps, où tu fais rien. Ouais, où tu te forces en fait à ne rien faire, juste pour te vider le cerveau et repartir sur
sur une base un peu moins bordélique, si c'était bordélique. Du coup, Et c'est vrai que ça peut aider. est-ce que tu as, non pas une journée type, mais, comment est-ce que tu organises du coup ta vie CDI et ta suite de manager? Et ben, en fait, j'ai effectivement pas vraiment de journée type et la vie aussi d'un artiste et de cette sortie fait qu'il y a des périodes qui sont, plus calmes où finalement je peux m'occuper un peu le matin avant le bureau et après un peu le soir ou en déjeunant en speed. Il y a une chose que je fais pas très bien à vrai dire, c'est prendre des pauses, moi. OK. Tu vois? Bien Oui. après ce qu'on vient de dire, ça va pas trop dans l'idée. Mais du coup, ça m'arrive pas mal de faire: «Ah tiens, je vais faire une pause» et ma Mmh mh. pause, en fait, c'est d'aller m'occuper d'un Passer un mail coup que de je dois fil. envoyer ou de passer un coup de fil pour Arandel, en fait, par exemple. Ouais. Et mais ce qui enfin voilà, c'est encore c'est peut-être aussi une chose qui est difficile à gérer parce que ça peut marcher très bien pendant un temps et puis à un moment te bouffer. Donc bon, je suis peut-être pas encore au max, mais enfin au max de ce que de mes capacités là-dessus, mais je fais un peu ça, surtout dans les périodes où vraiment, bah oui, ça se remplit et là, je sais que si je veux pas travailler de 6 heures à 24 heures, Ouais. il faut que je trouve un moyen et généralement, ce qui saute, c'est les pauses et ouais, les pauses cognitives. Ah, je crois que c'était ça, les pauses cognitives, ça s'appelle. Ah, Bon ça me bref. parle. Peut-être, ouais. Mais voilà, après la journée, plus type côté bureau export, ça va être, généralement, minimum 1, c'est je pense max 4 rendez-vous dans la journée ou plutôt des rendez-vous avec les adhérents du coup. On fait un point, avec eux sur, un projet particulier ou éventuellement sur, leur, projet des 6 mois, 1 an à venir en fait. Mmh mh. Ça peut enfin voilà, c'est à la carte ça finalement. On est à la dispo, de nos adhérents et après il y a toute une partie, une fois que ça c'est fait, il y a une partie aussi, gestion de projet où en fait on est plusieurs, chefs de projet à avoir le même rôle, dispatchés entre Paris, Berlin et Londres D'accord. et en fait, bah, on va être lead sur certaines opérations qu'on mène avec des événements professionnels ou des événements publics qui ont une petite partie professionnelle ou des événements publics qui n'ont pas du tout de partie professionnelle et qui veulent en développer une, par exemple, avec nous, pourquoi pas? Enfin, tout est faisable. Et donc après, voilà, entre les rendez-vous, après les comptes rendus, et cetera, ça va être travailler sur les projets et les événements à venir. Il y a toute une partie aussi, bah, gestion en fait des données puisqu'on en accumule et on en on en gère finalement pas mal, Mmh mh. ouais, on en crée, enfin comme toute structure, mais qui du coup, en fait, implique par exemple d'aller mettre le nez dans notre base de données de contacts professionnels inter pour s'assurer qu'elle soit à jour et que tous les contacts qu'on peut se faire quasi quotidiennement soient renseignés dans une base de données qui est partagée entre nous en interne et qu'on peut ensuite envoyer en la triant, en sélectionnant un territoire ou une typologie de métier Mmh. à nos adhérents ensuite. D'accord. C'est riche et c'est Oui, large. oui. Oui, oui, c'est riche et c'est large. C'est pour ça généralement c'est pas forcément une journée type, mais ouais, la to-do list est assez importante Oui. à faire en amont en se disant bon, ok, là c'est ça le plus important. En finissant ça, il faut que je passe à ça. Parce que la problématique, enfin, ce qui est génial de faire des rendez-vous nombreux et variés, c'est de rencontrer des gens tout le temps et d'apprendre aussi de leur façon de penser leur projet, l'export, que ce soit même avant ça, même l'artistique et la production. Nous, forcément, comme on vient nous raconter des histoires, bah, on prend des notes et puis on écoute, on apprend, on suggère parfois. Enfin, donc ça, c'est super riche. Mais ce qui veut dire que quand tu sors d'un rendez-vous, parfois, tu en commences directement un autre et en fait, là, il faut OK, Oui. donc là, j'étais sur, Switcher. Mmh mh. un projet musique électronique en Colombie, et là, je vais passer sur un truc, un projet, rock, en Corée et bah, en fait, ça demande un peu, et pour le coup, une gymnastique, qui des fois se fait très bien et puis des jours où ça Et marche quelques plus, bugs. quoi. Ouais, complètement, complètement.
J'ai enregistré un épisode avec Yadam, je ne sais pas si le nom te Ouais. parle, voilà. Ouais. Et moi, j'ai une question à te poser parce que tu as quand même une vision internationale et aussi française. Pourquoi il est difficile de faire exister un projet d'un artiste qui chante en anglais ou dans une autre langue en France? J'ai pas vraiment déjà, j'ai pas de réponse parce que je vais encore te sortir le fameux «il y a autant de réponses que de projets». Mais c'est quelque chose, auquel je crois, puis c'est même pas une histoire de croire, c'est enfin la preuve, on l'a avec, des projets qui réussissent et puis d'autres qui n'y arrivent pas. Mmh. Hem, la réponse aussi qu'on entend souvent et qui est un peu relou parce que dans un sens, tu te dis: «Bah, ouais, c'est super, mais est-ce que ce que je fais, c'est bien?» C'est le côté, en fait, avoir vraiment un projet artistique, qui tienne debout et puis qui soit, sincère, en fait. Mmh. C'est-à-dire pas calquer, en fait, des choses qui existent déjà et j'entends, c'est pas évident parce que parfois la frontière entre des influences et une pâle copie, ça c'est pas forcément évident. Mmh. Donc moi, je pense que voilà, il y a un côté où ce qui fonctionne, c'est ce qui aura une vraie sincérité, heu et puis ou alors qui sera suivi par directement, des grosses machines potentielles qui, bah, direct placent le projet dans des sphères, voilà, qui permettent de faire rayonner très vite l'artiste. Mmh. Mais, mais voilà, je crois beaucoup, ouais, en la sincérité d'un projet et puis son bon entourage aussi, en fait. Mmh. Ou alors son intelligence intrinsèque quand on parle d'artistes autoproduits qui arrivent à monter leur projet, leur entourage finalement, ouais, leur entourage seul, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais qui arrivent en tout cas, voilà, à faire, avec leurs petites mains, des choses géniales, en fait. Je sais pas si ça répond trop à la question, mais Je suis d'accord avec toi, mais beaucoup d'artistes se posent, mais pendant des siècles, je chante en français ou je chante en anglais. Et quand ils se rapprochent de pros, mmh. il y a les 2 réponses. C'est jamais vraiment tranché, mais c'est pas du tout la même stratégie. C'est plus simple si tu chantes en français. Si tu passes sur l'anglais, ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a des vraies barrières, en tout cas des blocages, de développer un projet anglais en France, quand on est français. Il apparaît plus simple, alors plus simple, c'est pas d'un claquement de doigts, bien évidemment, mais d'avoir un projet français que d'un projet en anglais, quand on est en tout cas français résident en France. Oui, oui, non, ça c'est sûr. Après qu'il y a aussi des éléments complètement tangibles et objectifs, comme les quotas, en radio qui Mmh font mh. que, oui, potentiellement, ce sera plus aisé si les paroles sont en français. Mmh. Après, il y a aussi plein de moyens détournés détournés encore, pareil, je pense que si un artiste, ou une artiste souhaite détourner ça et chanter une partie en français et une autre en anglais, je pense que si c'est du calcul pour des quotas, je trouve, bon, je suis pas sûre que ce soit la meilleure façon de développer un projet pérenne, en tout cas. Mmh. Hem, Parce qu'on peut voir en fait, on peut voir aussi, des bons côtés dans dans la pensée inverse. On peut très bien dire: «OK, si ton projet, il faut parler d'un projet chanté parce que ils sont pas tous chantés. Oui. Ensuite, tu parles d'un projet chanté en français, parce que c'est plus facile peut-être pour les quotas, mais on peut aussi se dire que, OK, les quotas, c'est sympa, mais mais la Mmh. réalité aussi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes qui sortent des choses chaque semaine, chaque jour Oui. et qu'il y a aussi peu de place. Donc finalement, bon, heu, voilà, tout ce qui est développement sur des médias traditionnels, ça reste, bien sûr super important, mais il faut aussi, se dire que, bah, voilà, il y a d'autres moyens aussi de développer son artiste que, purement par une radio, par exemple. Mmh. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il existe, d'autres types de médias. Le streaming apporte aussi d'autres réponses, même si elles sont pas forcément toutes satisfaisantes, mais Mmh. ça ouvre aussi d'autres portes. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre dans la balance, en fait. Mais, Bien sûr. mais voilà, la réponse n'en est pas une. Et la question est très large. Il faut voir, voilà, c'est aussi difficile à appréhender, ou en tout cas, c'est une question difficile à répondre si on Mmh. parle en général, puisque pour moi,
Je dis pas que ta question n'a pas de sens, mais pour moi, ça n'a pas de sens de se poser cette question dans une façon aussi large, puisqu'il faut prendre en compte tout un tas de paramètres, sinon ça n'a pas de sens. Dans l'absolu, un projet français n'a pas plus de chance, dans l'absolu, un projet chanté en français chanté en français, n'a pas plus de chance d'avoir du succès, enfin, tu vois. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, mais j'ai la sensation, en tout cas, que la profession et l'industrie est plus frileuse quand c'est un projet anglophone qu'un projet français, finalement. Après, c'est peut-être juste mon impression. Et les stratégies de développement elles sont possibles, évidemment. C'est des canaux différents, c'est des stratégies différentes. Peut-être que dans ces cas-là, si t'es français et que tu développes un projet en anglais, chanté, peut-être qu'il faut d'abord aller voir du côté de la scène, je sais pas, avant d'aller voir directement du côté des majors, enfin des labels, je sais pas. C'est sûr qu'un projet en français, un projet en anglais n'a pas plus de chance l'un ou l'autre. Enfin, de toute manière, c'est l'équipe et la qualité du projet qui va faire que il y aura plus de chances que ça fonctionne. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a plus de frilosité, en tout cas, à développer un projet anglophone. Après, ce qui est sûr et qui a, j'ai l'impression, évolué, en tout cas ces dernières années, c'est que il apparaît moins impossible qu'à une époque, en tout cas pour ce qui est de l'export, d'aller exporter des artistes français chantant en français. Et ça ouvre, pour le coup, ça ouvre des portes et ça fait, ça rend moins frileux aussi à ce niveau-là, en tout cas. Alors que l'inverse, si ça peut nous arriver d'avoir des rendez-vous avec des pros et qui nous parlent de projets d'artistes qui chantent en anglais et donc qui veulent se développer au UK et malheureusement, en fait, même si parfois ça le fait, la réalité c'est que souvent ça le fait pas en fait. Oui. Mais voilà, il y a plein de façons de voir ça effectivement. Après moi, c'est aussi marrant parce que mon parcours fait que cette question, bien sûr, j'y réfléchis et on en parle assez souvent, tu vois, plutôt du côté d'ailleurs développement interne, puisque bien sûr c'est un peu mon pain quotidien. Oui. Mais c'était une question, moi, que dans ma carrière, qui est quand même la plus longue partie de ma carrière, pour l'instant je l'ai fait plutôt dans des musiques électroniques plus, parce que c'est pas que électronique, mais où ces questionnements, et pour en plus un label anglais. Donc finalement, toutes ces questions, elles étaient loin de moi pendant longtemps. Et c'est marrant, du coup, le fait d'avoir changé de rôle, de structure et tout, et ça m'a bien évidemment fait me poser des questions différentes et envisager les choses différemment. Mais voilà, c'est quelque chose, moi, ça n'a pas été un questionnement fréquent, en tout cas, pas avant, il y a pas si longtemps que ça. Et côté management, ça ne l'était pas pendant longtemps parce qu'on travaillait un projet sans voix finalement, qui maintenant en a sur le dernier album qui s'appelle In Back, qui est sorti en janvier. On a des voix et pour le coup, il s'avère qu'il y a du chant en français et du chant en anglais. Mais là, la question ne s'est même jamais posée dans ces termes-là puisque on travaille. C'est vraiment je sais pas comment le dire, mais en fait, on a un produit, pas un produit d'ailleurs, une œuvre qui est créée, et après, moi, mon travail, c'est d'aller faire en sorte qu'elle trouve son public, avec le label, avec le distro, avec l'artiste, mais moins de faire en sorte que le projet colle ou rentre dans une case, en fait. Et je pense que c'est une façon, ces façons de travailler différentes peuvent coexister, heureusement, bien entendu. Mais j'ai plutôt travaillé dans un truc dans un espace où l'idée c'était de faire en sorte que l'artiste puisse faire ce qu'il veuille, ce qu'il veut aussi, ça marche. et que ensuite le travail d'accompagnement pas ensuite parce que c'est tout au long d'eux, mais le travail il se fasse avec cette matière brute finalement. Et c'est un peu tiens, on a un objet, il y a du français, il y a de l'anglais, il y a du chant, il y a pas de chant, il y a de la musique électronique, il y a de la musique baroque, et voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Bien sûr. Et moi ça me passionne beaucoup de travailler comme ça en fait. Mais par contre, pas par contre, mais en tout cas, je trouve ça aussi très intéressant d'envisager les choses différemment et de se dire, mais attends, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va chanter? Pourquoi? En quelle langue?
pour quel public, dans quel objectif. Mais c'est pas comme ça que j'ai travaillé moi mes projets. C'est un peu ça que je voulais expliquer dans cette phrase très longue. Et très claire, très précise. Tu trouves? Ouf. Oui, j'ai tout compris, donc c'est bon. Yes. Depuis le mois d'avril dernier, je crois, alors tu me dis si je me trompe, tu n'es plus coordinatrice de Shisetsu, de l'antenne France. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu quelles étaient tes missions à ce moment-là, jusqu'à ce que tu arrêtes? Ouais. Quel était ton rôle? C'est vrai que j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire déjà. Oui. Mais ça reste une structure, un réseau qui est très cher à mon cœur, que j'ai quitté parce que je pense qu'il fallait justement que j'enlève une de mes casquettes pour réussir à continuer à travailler, à vivre un peu plus sereinement, en tout cas au moins pour un temps. Donc, pour en tout cas expliquer la raison de mon éloignement, en tout cas de ma démission, parce que finalement c'était une démission. C'est celle-là en fait. Après, j'ai collaboré avec l'équipe française de Shisetsu pendant un peu plus de 2 ans. 3 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Bah oui, ça fait 3 ans et quelques. Je sais plus compter. Et moi, j'ai ton profil LinkedIn, hein, j'étais pas en train de compter. Ah oui, ça aide. Non, mais voilà. Et en fait, comme on a lancé ensemble le chapitre France, on va dire, du réseau qui est un réseau international, la base, ça a du coup été de rassembler en fait les femmes ou identifier femmes qui travaillent dans le secteur musical en France, pour déjà dans un premier temps en fait se rencontrer, se serrer les coudes et puis permettre dans un moyen terme, on va dire, de se soutenir les unes les autres et de pouvoir en fait avancer chacune dans nos carrières en s'appuyant sur un réseau fort, parce qu'il est devenu fort et solide très très rapidement, pour finalement nous permettre aussi pour la moindre question que l'une d'entre nous pouvait avoir, on savait qu'il y avait un réseau à solliciter, que ce soit pour un problème, je sais pas, de négocier une augmentation jusqu'à des problématiques parfois un peu plus graves ou plus sérieuses, ou simplement dire tiens, j'ai besoin je sais pas quel contact pour m'aider dans un projet. Et donc voilà, tout ça permettait en fait d'avoir ça dans un petit groupe à dispo. Et du coup, notre rôle, ça a été à la fois donc de créer le réseau côté France, et puis après de l'animer en organisant des rencontres régulières, en réfléchissant aussi à d'autres formats en fait de rencontres qui seraient plus sur un format un peu atelier en fait, ou voire même formation. On est allé jusqu'à proposer une formation en partenariat avec l'IRMA sur la prise de parole en public. Voilà, c'était un peu tout ça en fait qui faisait partie de nos attributions. Et puis, bien entendu, avec un rôle de lien en fait avec la communauté, le réseau international, puisque il y a des bureaux un peu partout dans le monde maintenant. Oui. Pourquoi t'être engagée à ce point dans cette communauté et dans le développement de Shisetsu France? J'avais rencontré en fait la fondatrice, c'est Andrea Magdalena. Oui. Et une femme qui est sa mentor, qu'elle présente comme sa mentor et qui est la mentor de pas mal de femmes du réseau, c'est Giorgia Taglietti, qui est la directrice de com du Sonar, entre autres aussi board member de Shisetsu, et elle est aussi elle donne des cours, etc. C'est une femme accomplie. Et que je connaissais par Warp finalement, et le festival Sonar qui a lieu à Barcelone et maintenant dans d'autres villes depuis je sais plus combien de vingtaine d'années, 25 ans, je sais plus. Et en fait, elle était venue à Paris et m'avait parlé de ce réseau, et je dis tout de suite mais attends, mais je veux en être quoi. D'emblée en fait, ça m'a paru
Ouais, j'ai pas trop eu besoin de réfléchir en tout cas. Ok. Immédiatement, en fait, c'est elle qui finalement nous a présenté entre plusieurs femmes qui s'étaient dites intéressées par ce réseau finalement, alors qu'on ne se connaissait pas en fait avant sauf une, Claire Morel, que j'avais rencontrée quand elle travaillait pour Mute, mais voilà, on se connaissait finalement pas et on s'est rencontrés et en même temps on a créé cette branche France de She Said, ce qui a été super riche et qui m'a permis un peu de sortir justement de ma lorgnette warp, musique électronique, enfin voilà, très finalement assez fermée en fait. Bien sûr. Et ce réseau-là de femmes associé à ton réseau pro à côté, comment tu as réussi à l'associer, en tout cas à conjuguer avec et le développer ce réseau-là pour te permettre encore de t'épanouir, toi, dans tes vies professionnelles et dans tes projets? Bah, l'avantage, en fait, c'est que c'était, en tout cas avec mon taf chez Warp et ce qui est devenu après le suivant au Bureau Export, c'était complètement logique et parallèle finalement, puisque mon travail, encore plus au Bureau Export, bien sûr, une partie de ce travail, c'est le réseau et les professionnels à l'inter. Et She Said est un réseau de professionnels de la musique internationale. Du coup, c'était assez facile finalement d'avancer les deux en parallèle. Ok. Peut-être plus le côté inter finalement que le réseau français. Mais voilà, ce qui me permettait en fait d'avoir toujours un appui en fait, quoi qu'il arrive. Je savais que même si j'avais pas forcément eu de mentor au début de ma carrière ou enfin, je sais pas, certaines personnes ont une ou deux ou trois personnes qu'elles appelleront tout le long de leur carrière. J'avais pas forcément vraiment ce type de relation-là et finalement, She Said m'a un peu permis soit d'en trouver, soit d'avoir ça au niveau d'un réseau de plusieurs milliers de personnes. Ce qui avait de super avantages et en même temps l'inconvénient d'être pas mal chronophage et qui m'a aussi fait dire à un moment stop. Ok. C'était du bénévolat ou tu étais salarié de quelque chose? Non, c'était pur bénévolat. Okay. La structure là pour l'instant, encore maintenant en fait, est gérée par. Enfin, du coup, ça fait une dizaine de personnes finalement, de femmes qui ont été impliquées ou qui le sont encore, sont toutes bénévoles. Ouais. Donc et je pense que, enfin, c'est quelque chose qu'essaye de développer la créatrice, de réussir à Andrea, de réussir à elle à en vivre parce que elle a lancé ça finalement en 2014, si je dis pas de bêtises, et ça s'est vraiment beaucoup développé, mais c'est devenu un temps plein très rapidement pour lequel elle n'était pas salariée non plus. Donc D'accord. c'est aussi la question de comment faire en sorte de vivre de son Side project. Bah ouais, side project. Qui est plus un side project. Ouais, et puis c'est un peu je trouve plus mon mot, mais c'est parfois une lutte, quoi. Ouais. C'est pas, enfin ça devient un métier en fait, mais à la base ça l'est pas, quoi. C'est aussi ça le truc. C'est ça. On s'approche tout doucement de la fin. Déjà, déjà, c'est passé vite. La question la plus importante presque de l'épisode, que conseillerais-tu aux artistes et aux professionnels qui nous écoutent? Eh bien, je vous conseillerais de profiter de profiter de tout ce que le secteur musical français à offrir, dans la mesure où on a la chance en France d'avoir des instances nombreuses et variées, allant des fédérations, enfin des associations, fédérations, aux syndicats, jusqu'au futur potentiel centre national, enfin pas potentiel, pardon, il existe déjà. Ce qui est potentiel, c'est notre implication dedans. Mais voilà, jusqu'au CNM en fait. Et tout ça, est un réseau très riche et super varié en fait, qui parfois du coup donne le tournis. Mais si on prend le temps, en tout cas, il faut aussi trouver peut-être les bons contacts pour nous aider à naviguer là-dedans. Mais il y en a. Ça aide considérablement, je pense.
Et, et l'autre conseil, en tout cas l'autre partie du conseil qui va avec, c'est de pas tout faire en même temps. C'est un peu, ça me fait rire de m'entendre moi-même dire ça parce que des fois vraiment je n'applique pas du tout ça, mais je pense que on fait tous ça par moment. Oui. Mais oui, c'est important en fait de se dire ok, de réussir à se dire j'en suis là. Ma prochaine étape c'est ça. Il peut y en avoir plusieurs en même temps, mais juste pas toutes à la fois. Bien sûr. Et savoir aussi que, enfin, bien différencier les moments où tu vas voir quelqu'un, tu fais peut-être un rendez-vous préalable en fait pour comprendre quelque chose, mais ça ne veut pas dire que nécessairement dans la minute après il faut avoir lancé quelque chose suite à ce rendez-vous. Je pense que c'est important en fait de faire par étapes, de progresser, si ce n'est doucement, en tout cas de manière un peu logique, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'on peut trouver les différentes aides, les actions, les endroits où est-ce qu'on peut adhérer et justement structurer étape par étape son projet? Il y a pas mal de réponses possibles aussi, évidemment, Google, mais ça fait un peu ça fait un peu trop de réponses, quoi. Enfin, trop de possibilités. Il y a bien évidemment des choses super intéressantes à glaner, et plus que glaner par exemple, via l'IRMA. Il y a le studio des variétés où je me suis rendue là pour la première fois, il me semble que c'était cette année, où j'étais intervenue sur une formation pour des artistes, justement en leur présentant un peu de manière un peu plus succincte que là les activités du bureau export et voilà. Mais ils font tout un tas de formations qui sont super intéressantes à suivre, je pense. Et côté, il y a le CNV qui est devenu le CNM. Il y a la SACEM qui est aussi dont en plus le site est très bien fait et puis qui donne tout un tas d'informations et puis qui sont aussi à l'écoute de leurs sociétaires et c'est tout à fait possible de prendre rendez-vous avec eux quand on a des questions. Et après, dans un avenir relativement proche, le Centre national de la musique aura un site développé et qui, dans la mesure où le CNM devrait réunir les structures qui étaient le CNV et qui seront bientôt Bureau Export, IRMA, FCM, j'ai oublié le FCM, oups. C'est intéressant aussi à regarder. Le FCM, j'en étais où? Je sais plus ce que j'ai dit. Tu m'as dit IRMA, Bureau Export, FCM. Bureau Export. Le Calife. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. J'en ai dit 5 là. FCM, Bureau Export, IRMA, SACEM? Non, pas la SACEM. Alors, t'en as dit 4. Le CNV. Ah non, CNV, c'est le 5e. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est bon. On y est. Le compte est bon. À force d'en parler depuis je sais pas combien de mois maintenant, et c'est bon, tu l'as enlevé. Et j'aimerais rajouter aussi le site internet, mon projet musical. Je sais jamais si c'est .com ou .fr, mais il y a aussi pas mal de rubriques pour ceux qui sont en train de glaner des aides, des subventions. Voilà, il y a déjà pas mal d'infos. Je crois que c'est monprojetmusique.fr. Je regarde en même temps. Monprojetmusique.fr. Ouais, possible. Ouais, c'est ça. Ok, bon bah voilà, il y a pas mal d'infos, pas toujours bien mis à jour. Donc si jamais on est intéressé par une aide, une sub, faut cliquer dessus et bien aller se rendre sur le site de l'organisme en question, qui lui est mis à jour. Voilà. Quoi dire d'autre? Il y a la gamme aussi pour les artistes. Tout à fait. Ouais, on pourrait continuer assez longtemps finalement. Mais c'est vrai, c'est riche. Il y a beaucoup. Et je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est que même si le secteur musical n'est pas le meilleur pour s'entendre et s'organiser, la preuve avec la création de ce CNM qui prend, dont on parle depuis plusieurs années, si ce n'est plusieurs dizaines d'années, parce que je pense que les premiers chantiers ont commencé il y a bien longtemps, mais bref, l'avantage quand même, c'est que ces structures se connaissent et sont tout à fait capables aussi de dire tiens, j'ai pas la réponse forcément à cette question, mais contacter cette personne dans cette structure. En fait, ce que je veux dire, c'est que une fois qu'on met un pied dans la porte, normalement, on se retrouve assez souvent, assez facilement drivé en fait. Et pas juste désolé, c'est pas chez nous. Voilà. Ok. Je pense que c'est bien, ça aide.
Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais que je te pose, que je ne t'ai pas posée? Non, je n'ai pas pensé à ça du tout. Bon, donc moi, j'ai pensé à des bonnes choses. Jusque-là, Bah c'est bon. ouais. Je sais pas, ce sera aux auditeurs de dire. Aux Voilà, auditrices. et aux auditrices également. Eh bien, merci pour tout, Marine. Merci pour ton temps, cet échange, tes informations. Et puis, j'espère te croiser un jour, bientôt. Bah oui, avec plaisir. Et n'hésite pas de revenir dans le podcast pour tes nouvelles aventures. Si tu as des nouvelles aventures, je serai ravie de te recevoir à nouveau. Ça marche, merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Salut. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcast, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justin Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tuned.